Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les modalités de dépistage de la trisomie 21 en 2020. On vous dit tout sur la clarté nucale, les marqueurs sériques, le DPNI et la myosynthèse. Salut les amis! Vous ou une personne de votre entourage êtes actuellement dans la période de la grossesse où on dépiste la trisomie 21 et vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, ou alors tout simplement vous vous intéressez au sujet, nous allons essayer ici d'y voir plus clair. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à l'échographie du premier trimestre où sont mesurées la clarté nucale et les marqueurs sériques, puis nous verrons le DPNI et la myosynthèse. Avant de commencer, sachez que la loi prévoit que toutes les femmes enceintes aient la possibilité de réaliser un dépistage de la trisomie 21. Celui-ci n'est pas obligatoire, il est pris en charge par l'assurance maladie. Chaque femme a donc le choix de le réaliser ou non, et à chaque étape de celui-ci, un consentement écrit sera demandé. La première étape, c'est le dépistage combiné de 3 éléments au cours du premier trimestre. Elle se passe donc au 3e mois de la grossesse, précisément entre la 11e et la 13e semaine d'aménorrhée. Elle évalue la probabilité que le fœtus soit porteur ou non de la trisomie 21 en se basant sur la combinaison de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la mesure de la clarté nucale. Celle-ci se situe au niveau de la nuque du fœtus. Elle est due à un petit décollement entre la peau et le rachis qui est présent au premier trimestre de la grossesse et qui disparaît ensuite. Plus celle-ci est épaisse, plus le risque d'anomalie chromosomique, dont la trisomie 21, de malformations cardiaques et de complications sont nombreux. Jusqu'à 3 mm d'épaisseur, elle est dite normale, et au-dessus de 3 mm, elle devient inquiétante, et elle sera considérée alors comme un élément déclencheur à des recherches plus poussées. Cette mesure de la clarté nucale permet de dépister environ 80% des cas de trisomie 21. Mais il arrive que l'on soit face à ce que l'on appelle des cas de faux positifs, c'est-à-dire que la mesure s'était révélée inquiétante et pour autant le fœtus n'était pas porteur de la trisomie 21. Et le contraire, c'est-à-dire que la clarté nucale était dans une valeur complètement normale alors que le fœtus était bien porteur de trisomie 21. C'est ce qui est arrivé par exemple pour Nelia. Le deuxième facteur à prendre en compte, ce sont les marqueurs sériques. Les marqueurs sériques, c'est quoi? Ce sont des substances qui sont sécrétées soit par le placenta, soit par le fœtus lui-même et dont le taux peut être mesuré dans le sang maternel. Si le taux est plus élevé ou plus bas que la moyenne, alors il y a un risque de trisomie 21. Enfin, le troisième facteur à prendre en compte, c'est l'âge maternel. Même si nous sommes toutes concernées, quel que soit notre âge, par le risque d'avoir un bébé porteur de trisomie 21, il faut savoir que la science a démontré que plus on avance en âge, plus la grossesse est tardive, plus le risque est élevé d'avoir un bébé porteur de trisomie 21. À l'issue donc de ces premiers examens, où ont été mesurées la clarté nucale par le biais de l'échographie et les marqueurs sériques par la prise de sang directement chez la maman, tout cela combiné avec son âge, le professionnel de santé va pouvoir rendre un premier résultat, ça prend à peu près 10 jours, et ce résultat va être exprimé sous forme de probabilité. Par exemple, 1 sur 1000, 1 sur 150, 1 sur 7000. C'est ce fameux résultat qui va placer ou pas la maman dans un risque d'avoir un enfant porteur de trisomie 21 ou pas. Donc par exemple, pour moi, si on regarde les résultats qui m'ont été rendus, j'avais 1 sur 4576, c'est-à-dire une chance sur 4576 que ma fille serait porteur de trisomie 21. Autrement dit, 4575 chances que le bébé ne soit pas porteur, en fait. C'est ça que ça veut dire. Si je partage avec vous aujourd'hui mes propres résultats, ce n'est bien entendu pas pour faire peur aux futures mamans qui se retrouvent avec des résultats similaires, pour leur faire penser qu'elles ont quand même un risque d'avoir un bébé porteur de trisomie 21. Non, c'est vraiment pour que tout le monde soit conscient que ce risque-là existe pour chaque maman et que dans tous les cas, quand c'est écrit 1 sur 4576, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire qu'on avait une chance, un risque sur 4576 que ça nous arrive à nous. Et c'est ce qui est arrivé, et encore une fois, ça reste des cas assez rares. Je voulais juste préciser en fait qu'en me rendant ce papier, ma gynécologue m'avait dit de toute façon, à 24 ans, on le savait, même si on a fait des tests, vous n'avez aucune chance d'avoir un bébé porteur de trisomie 21. Je le dis parce que du coup, je ne suis pas en colère contre cette gynécologue qui m'a rendu ces résultats-là, parce que bien entendu, il y avait très faible chance que nous ayons un bébé porteur de trisomie 21. Mais pour autant, je voudrais vraiment alerter les professionnels de santé sur les mots qu'ils emploient, parce que cette phrase-là, même si je ne lui en veux pas du tout à cette gynécologue-là, qui a par ailleurs très bien fait son travail, c'est des phrases qui restent gravées à jamais dans les mémoires des parents. Et sur le coup, même si cette phrase, je l'ai complètement oubliée puisque je ne me sentais plus concernée, et bien tout au long de mon parcours, elle résonne encore puisque du coup, voilà, imaginez-vous, on vous a dit ça, et quand à la naissance vous découvrez que votre bébé est porteur de trisomie 21, forcément, ça rejaillit, c'est forcé. Donc voilà, s'il vous plaît,
vous, professionnels de santé, qui êtes peut-être derrière votre écran actuellement, faites attention aux phrases que vous employez. Voilà, parce que même une jeune femme de 24 ans, dont les résultats sont bons, peut être porteuse d'un bébé porteur de trisomie 21. Donc voilà, le risque zéro, encore une fois, il n'existe pas. À la suite de cette étape-là, on se retrouve donc avec un chiffre. Ce chiffre correspond donc à la probabilité que notre bébé soit porteur ou non de la trisomie 21 et il va nous situer, nous, en tant que future maman, dans un des 3 groupes suivants. Si le risque qui nous a été donné est inférieur à 1 sur 1000, donc 1 sur 2000, 1 sur 3000, 1 sur 10 000, 1 sur 4576, comme c'était mon cas, cela signifie que le dépistage s'arrête là, on va pouvoir continuer le suivi habituel de la grossesse. Au contraire, si le risque est compris entre 1 sur 1000 et 1 sur 51, on va pouvoir, si on le souhaite, aller plus loin dans le dépistage et réaliser un test complémentaire pour préciser le risque. En revanche, si c'est supérieur ou égal à 1 sur 50, c'est-à-dire on a un très grand risque que le bébé soit porteur de trisomie 21, dans ce cas-là, il va pouvoir être proposé directement un examen diagnostique, donc la myosynthèse, pour du coup donner clairement un diagnostic. Là, on n'est plus dans l'étape des dépistages, on va être dans le diagnostic, puisque le risque là est clairement significatif. À la suite de cette première étape du test combiné, on va passer donc à la seconde étape, consiste à un test complémentaire pour préciser le risque de trisomie 21. Ce deuxième test complémentaire, on le retrouve sous 2 appellations, soit ADN-LC pour libre circulant, soit DPNI, dépistage prénatal non invasif. Il va être proposé à toutes les mamans qui se sont retrouvées avec un résultat de probabilité compris entre 1 sur 1000 et 1 sur 51. Toutes ces femmes-là vont pouvoir, si elles le souhaitent, bénéficier d'une prise de sang qui va être prise en charge par la sécurité sociale et qui va donc mesurer le taux d'ADN du fœtus dans leur sang en ciblant sur l'ADN qui provient du chromosome 21. S'il est présent en quantité anormalement élevée, cela voudra signifier qu'il y a une probabilité plus forte que le bébé soit porteur de trisomie 21. Ça va venir compléter un petit peu les premières analyses qui se sont faites, puisque le sang du bébé pendant la grossesse via le placenta se mélange avec le sang maternel, on va pouvoir retrouver donc ces fragments du chromosome 21 dans le sang maternel qui vont pouvoir être triés, qui vont pouvoir être étudiés et on va pouvoir être plus précis du coup sur l'ADN du bébé. Ça ne sera pas un diagnostic, ça sera juste un élément de plus qui va être en faveur d'une inquiétude ou non et ça va être donc proposé à toutes ces mamans qui ont le risque entre 1 sur 1000 et 1 sur 51. Suite à cette prise de sang complémentaire, donc le test ADN-LC ou le DPNI, va nous être donné un résultat. Si ce résultat est revenu négatif, cela voudrait dire que le test n'a pas décelé une trisomie 21 chez le bébé et dans ce cas-là, on va pouvoir continuer la grossesse de façon classique. Si le dépistage révèle une forte probabilité que le fœtus ait une trisomie 21, un examen diagnostique sera proposé et seul cet examen donnera une information certaine sur l'absence ou la présence d'une trisomie 21. Et encore, le choix appartient à chaque maman de le faire ou non. Il consiste à analyser les chromosomes du fœtus, le plus souvent avec une amniosynthèse, donc on va prélever un échantillon du liquide amniotique, ou alors une choriosynthèse qui consiste à prélever un échantillon du placenta. Donc suite à ce dernier examen, vous allez pouvoir savoir avec certitude si votre bébé est bel et bien porteur de trisomie 21. Vous allez avoir un diagnostic. Si celui-ci est positif, que votre bébé est bien porteur de trisomie 21, vous allez avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir le choix de l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse, qui peut intervenir à n'importe quel stade de la grossesse, que vous soyez en début, milieu ou fin de grossesse, vous avez droit à recourir à l'IMG. Et vous allez également pouvoir avoir le droit de poursuivre votre grossesse et d'accueillir votre bébé. Il faut aussi savoir que la loi permet que l'on puisse confier son bébé à l'aide sociale à l'enfance si on ne se sent pas en capacité de l'accueillir soi-même. Sachez enfin que quel que soit le choix que vous ferez pour cet enfant et pour votre famille en général, vous avez le droit et les professionnels de santé ont le devoir de vous accompagner au mieux dans votre choix, qu'il soit le plus éclairé possible et de vous donner toutes les cartes en main pour que vous puissiez vous mener à bien votre projet, quel qu'il soit, et que vous puissiez être le plus serein possible dans le choix que vous aurez choisi pour votre enfant. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que celle-ci aura été claire et concise. J'espère qu'elle vous aura apporté peut-être les réponses qui vous manquaient. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire les questions qui vous restent en suspens. Je me ferai un plaisir de vous y répondre avec beaucoup plus de détails. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. À bientôt!